Allez, on est parti pour le deuxième point actu hardware de la semaine, encore un peu en mode express, parce que je suis à la bourre. Mais pas de problème, on va pouvoir tout traiter tout de même. Aujourd'hui, au programme de ce point actu hardware du jeudi 23 septembre 2021, on va commencer par parler de la liberté sur Internet. Et en réalité, ça s'améliore pas trop, hein. Ça s'améliore pas trop. On parlera ensuite de Discord et YouTube qui ont décidé de s'associer pour sortir un nouveau service qui peut intéresser certains, qui étaient déjà comblés par d'autres acteurs, mais visiblement ça convenait pas trop à YouTube. On va parler rapidement de Team Group qui est en train de faire une conférence à l'heure actuelle avec sûrement pas mal de nouveaux produits. On va juste en prendre un qui a été un peu teasé en avance et on en reparlera la semaine prochaine des autres produits présentés, même si on sait à peu près à quoi s'attendre, à part celui qui a été teasé qui est un peu... ça j'avoue, on s'y attendait pas. On va revenir sur la conférence Microsoft Surface avec les 4 produits présentés. Il y a des trucs intéressants, mais on n'est pas sur une révolution, hein, honnêtement. Et il y a des petits trucs qui chagrinent quand même. On va parler d'un all-in-one mortel, un PC all-in-one, hein, on va pas parler de water cooling all-in-one, un PC avec une config pour le coup plutôt solide, plutôt costaud, dans un all-in-one assez surprenant et pas trop habituel. On parlera rapidement du i9 12e génération, avec encore une apparition sur un outil de benchmark qui montre encore une fois que les Ryzen 5000, ici le Ryzen 9 5950X, n'est pas au niveau sur cet outil de benchmark, alors que en théorie, il pourrait. Visiblement, beaucoup d'attentes, hein, sur cette 12e génération. On finira avec les cartes graphiques. D'abord, petite info côté AMD avec la date de sortie des 6600, pas 6600 XT, hein, qui sont déjà sortis, les 6600, donc le plus bas de gamme, le plus accessible des cartes AMD dernière génération. On n'a pas de prix, malheureusement. Et on ne sait pas trop au niveau de disponibilité non plus, mais on sait quand ça sort. Petite info aussi sur les RTX 3000 Super avec beaucoup de teasing et même potentielle date d'annonce. Pas de sortie, hein, d'annonce. Il faudra attendre un petit peu, mais il y a des questions qui se posent. Et on finira comme souvent avec les prix et disponibilité des cartes graphiques à un instant T. Comme d'hab, hein, ça va. Faut être prêt. Faut être prêt mentalement, c'est pas facile, mais c'est la réalité du marché des cartes graphiques à l'heure actuelle. On commence du coup avec la liberté sur Internet, une étude qui nous a été donnée, un rapport qui nous a été donné par une ONG. On va citer l'ONG parce que c'est cool que des ONG s'occupent de ça. C'est Freedom House, une ONG dont l'objet est la défense de la démocratie. Voilà, une action louable, clairement. Et surtout, cette carte que je vais vous montrer en plus grande dans un second temps, qui du coup distingue 3 types de gestion de l'Internet. On va montrer la carte directement, ça va être plus simple. Bim. Donc vous avez en vert les free, en jaune les partly free, et en violet les not free. Donc c'est très simple. Quand c'est vert, vous avez accès librement à Internet sans avoir de choses bridées par l'État ou enlevées. Quand vous êtes en jaune, vous avez accès à Internet libre, mais en enlevant quelques services, quelques sites, ce genre de trucs. Et quand vous êtes en violet, votre État valide ou invalide ou retire tout ce qu'ils veulent. Ils maîtrisent à 100% leur réseau Internet et donc vous avez seulement accès à ce que votre État a validé.
Et du coup, bah, vous avez aucune liberté. En vrai, c'est ça, vous avez aucune liberté. On voit très bien, on a des exemples très connus, comme la Chine, par exemple, qui est un des internets un des réseaux internet les plus fermés, hein. Les Chinois ont des services différents des nôtres qui sont propres à eux et qui sont voilà, validés par l'État, hein. L'État chinois a la main mise sur tout le réseau chinois. Et après, on a des cas un peu plus différents où l'État régit quelques trucs, mais un peu moins. Par exemple, l'Inde, l'Ukraine, le Bangladesh, l'Indonésie, beaucoup de choses. On voit aussi que certains pays sont grisés, ça veut dire qu'ils n'ont pas participé à à ce rapport, ils n'ont pas été traités, ce qui est un peu, pour certains, un peu étonnant, notamment les pays d'Europe. Là, on voit que beaucoup de pays d'Europe n'ont pas été cités, l'Espagne, le Portugal, les pays nordiques, qui ont pourtant pas spécialement. Enfin, ils auraient pu être en vert, hein. Clairement, ils auraient pu être en vert. On distingue que certaines parties du monde sont plus libres que d'autres sur Internet, hein, notamment l'Amérique du Nord. Il n'y a que deux pays, mais Canada et États-Unis ont un Internet libre. Là où, par exemple, l'Asie, c'est quand même bien plus compliqué, à part le Japon. À part le Japon, et bah, Japon et Taïwan d'ailleurs. Attention. Les autres, soit vous n'avez pas du tout de chance et c'est du violet, donc un Internet totalement régi par votre État, soit vous avez un peu plus de chance et c'est du jaune. Ça reste pas la liberté totale, hein, clairement pas. Et on voit que, par exemple, pour l'Asie, c'est pas la folie, le Moyen-Orient non plus, et l'Afrique, pareil, hein. L'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud dans ce rapport qui a un Internet pas contrôlé par l'État. Donc assez embêtant. Ce qu'il faut surtout retenir de cette histoire, c'est que ça empire. En fait, on est sur une liberté qui recule d'année en année. Ce qui est un peu problématique parce qu'on peut se dire que voilà, l'accès à Internet est de plus en plus grand, de plus en plus répandu. Mais d'un autre côté, eh ben, la liberté sur Internet recule de plus en plus. C'est la 11e année consécutive que la liberté sur Internet recule d'un point de vue mondial. Et ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur cette histoire parce que à la base, Internet c'était quand même principalement fait pour échanger librement. Et à partir du moment où l'État commence à avoir le droit de regard sur tout et à valider ou pas ce qu'ils veulent, ça devient un peu compliqué. Heureusement, nous, en tant que Français, on a la chance d'avoir un Internet libre et on y tient et ça a assez peu de chances de bouger. Il- Ça attirerait les foudres sur le gouvernement, mais tous les États n'ont pas cette chance et c'est quand même assez triste, hein, quand on voit cette carte du monde. On aimerait y voir beaucoup plus de vert et beaucoup moins de violet. C'est c'est pas vers ça qu'on va malheureusement. Mais c'est bien d'en parler aussi, c'est bien de montrer que nous, on a de la chance, même si ça devrait aller de soi, nous, on a de la chance d'avoir un Internet libre. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Même en Europe, on voit par exemple l'Ukraine, Biélorussie, pas, voilà, tout n'est pas rose. On continue avec Discord et YouTube. Une annonce assez intéressante. Il semblerait que Discord et YouTube soient en train de développer un service qui permettrait de regarder ensemble via Discord une même vidéo sur YouTube. Du coup, avec la synchronisation, en fait, c'est ça l'intérêt principal. Musique, vidéo, tout ça peut être intéressant. Ça permet à tout le monde d'être au même moment, d'avoir le même flux et ne pas avoir de décalage. C'est quelque chose qui existe déjà via des bots. Oui. Et visiblement, ça dérange un peu YouTube. Ça dérange un peu YouTube parce que forcément, vu que c'est fait via des bots, parfois des bots qui ont un service accès gratuit et un service premium payant. Euh, et en plus qui soustrait le moyen de faire des bénéfices à YouTube parce qu'il nous enlève les pubs. On n'a pas les pubs.
Et ça, YouTube, ils aiment pas parce que c'est comme ça qu'ils font leur argent, clairement. Donc, ils ont décidé de prendre les choses en main et de développer leur propre service. Bien sûr, en même temps, voilà, ils ont sommé aux entreprises qui ont créé ces bots d'arrêter leur service parce que du coup, YouTube a son propre service, donc ils veulent pas de la concurrence, ce qui semble assez logique, hein. En réalité, je sais pas, je trouve que l'idée est pas mauvaise. Je trouve dommage que ça soit limité à YouTube. Moi, j'aurais aimé. Moi, je suis un gros consommateur de Twitch. Et par exemple, sur Twitch, j'aurais aimé aussi que ça soit possible. Bien sûr, faudrait que Twitch s'y intéresse. Mais voilà, parfois je regarde du contenu compétitif e-sportif sur Twitch. Et j'ai des amis qui regardent en même temps, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même connexion, on n'a pas tous la même latence, et on n'a pas tous les mêmes PC, donc on n'est pas forcément synchronisé. Et c'est un peu, moi j'avoue que ça m'énerve un peu comme quand au foot, quelqu'un crie avant qu'on voit le but, parce qu'il a reçu la notification qui va plus vite que le flux télé. C'est un peu, voilà. J'aurais aimé que ça, qu'ils s'attaquent aussi à ça, et je trouve ça intéressant, surtout d'un point de vue musique en réalité. D'un point de vue vidéo, si aussi, même si c'est un peu moins, je pense que ça vise un peu moins de monde qui regarde la même vidéo en même temps en faisant une espèce de react. Euh, Faudra voir si ça marche auprès du public ou pas. En tout cas, c'est pas vraiment novateur, hein. Ils ont un peu repris l'idée aux gens qui avaient développé les bots et ils se l'ont approprié pour y intégrer leur pub et faire leur argent. Pas étonnant de la part de YouTube, mais c'est pas si mal que ça. Et j'aimerais que ça soit fait avec d'autres services de vidéo, notamment de la vidéo en direct comme Twitch. Ça me plairait beaucoup. À voir si ça se démocratise. C'est en test à l'heure actuelle. C'est disponible sur quelques serveurs Discord. Euh, donc on verra si ça s'étend à tout le monde ou pas. Mais il y a bien moyen parce que j'imagine que YouTube y voit surtout l'intérêt financier de récupérer l'argent des pubs. Oui, oui. Qui ne leur revient pas quand les gens utilisent des bots sur Discord. On continue rapidement avec Team Group. On va pas avoir grand chose à dire vu qu'ils sont en train de faire leur conférence, le Team Event 2021. Pour Team Group, incroyable. Team Group qui fait principalement RAM, SSD et solutions de refroidissement, en gros. Ici, on nous tease un petit SSD water coolé en all-in-one. Voilà, je trouve ça marrant comme idée. L'intérêt réel, pas sûr, vraiment pas sûr, mais je trouve ça marrant pour les gens qui sont vraiment adeptes du water cooling, qui veulent en mettre plus que nécessaire dans leur config. En réalité, je suis pas méga sûr que c'est un vrai intérêt technique en termes de performance. Après, ça a un intérêt visuel, hein. Clairement, on a du RGB, on a un water block sur le SSD, tout ça. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce produit. On a, euh, on a la taille du radiateur, 120 mm avec un seul ventilateur. Voilà. Mais sinon, derrière, on ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas grand-chose. Ça va sûrement être annoncé là. Et on en reparlera la semaine prochaine. Ils vont aussi sûrement annoncer des nouveaux SSD, c'est presque sûr. Et aussi de la RAM DDR5, normalement. Ça va être le moment des annonces de la DDR5. En réalité, ça va arriver fort dans les prochains temps pour qu'il y ait des produits disponibles à la sortie des processeurs Intel 12e génération qui prendront en charge cette DDR5. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Juste c'est marrant quoi. Est-ce qu'il y a un intérêt? Pas sûr, mais c'est marrant. On continue avec, toujours rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps, la conférence Microsoft Surface qui a eu lieu hier. Oui, tout à fait, hier, qui a présenté du coup 4 produits.
on va reprendre ces 4 produits et en réalité, j'adore. En plus, j'aime beaucoup les surfaces, vraiment. Alors, j'en ai pas, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser et je trouve que l'idée de base est très bonne. Mais je sais pas, je trouve que ça manque d'audace et d'innovation un petit peu. Pas sur tous les modèles, mais il y a quelques couacs, tout de même. On va commencer avec la Surface Access, la Microsoft Surface Go 3. 3, c'est la nouvelle, hein. C'est la moins chère. Voilà, c'est un peu la Surface étudiant, hein, un peu le concurrent du Chromebook, on va dire. Alors, on est sur format Surface classique, une tablette avec la possibilité d'ajouter un clavier et un stylet. Oui. Mais sinon, en termes de changement, de performance, on n'est pas sur une révolution, hein, clairement. Voilà, on garde la même recette. On est sur un écran 10,5 pouces, format 2 tiers. Très classique. Vraiment, peut-être un peu plus arrondi qu'avant, mais pas grand-chose d'autre de plus. On a bien sûr le clavier magnétisé et le stylet. Le petit problème sur cette surface et en vrai un peu sur toutes ces nouvelles surfaces, c'est au niveau matériel à l'intérieur. Sur cette Surface Go 3, on est sur du matériel très accessible, donc on ne peut pas mettre du processeur très performant. On est sur du i3, mais 10e génération, on n'est même pas allé chercher la 11e génération. Du coup, 14 nanomètres, tout ça, en termes d'autonomie et tout, ça va un peu être compliqué. La contrepartie, c'est le prix. Tarif de lancement 439 € chez nous, en France, à partir du 5 octobre. Attention, toujours avec les surfaces, à ce prix-là, vous avez seulement la tablette, vous n'avez pas de stylet, de clavier. Vous avez vraiment juste la tablette nue. Et après, il faudra débourser un peu plus d'argent pour avoir le reste des accessoires qui sont quasiment indispensables sur une tablette, au moins le clavier. Le stylet, après, ça dépendra de votre utilisation, mais le clavier, voilà, c'est quand même un peu dur et un peu dommage de s'en passer. Ensuite, après la Surface Go, on passe à la vraie surface, la surface qui est la surface performance, un peu. Surface Pro 8, voilà, on connaît bien. On prend, encore une fois, on prend les mêmes et on recommence presque. On change un petit peu le design, on se met sur un format un peu plus fin, des bords un peu plus arrondis, un peu à l'image de la Pro X précédemment sortie. Sauf que la Pro X avait un processeur ARM et là on est sur du Intel. Intel, alors on n'est pas sur du 10e génération, faut pas déconner non plus. On est quand même allé chercher la 11e génération. Mais on regrette un petit peu tout de même de ne pas avoir accès à la 12e génération qui fait tant rêver et qu'aurait fait, je pense, très plaisir aux personnes qui souhaitent acquérir une surface nouvelle génération. Donc sinon, en termes de changement, on a quoi? Un écran 120 Hz. Ça, c'est assez marrant parce qu'on n'est pas sur du matériel gaming du tout. On est vraiment sur de la bureautique plus en vrai. Mais écran 120 Hz, hein, ça se démocratise de plus en plus. Et sinon, oui, si, connectique. On passe à deux Thunderbolt et on enlève par contre l'USB-A. La raison, la finesse, hein. L'USB-A, ça demande plus de place que un port Thunderbolt, bien sûr. Du coup, le seul truc qu'on peut vraiment dire qui nous déçoit un peu, c'est ces processeurs. On aurait aimé avoir accès à la 12e génération sur ces surfaces nouvelle génération. Surtout qu'on sait que la 12e génération va sortir quand même dans pas longtemps. Donc voilà, un peu déçu. La Surface Pro 8 sera disponible en France à partir du 28 octobre. À partir de 1179 €.
encore une fois, 1179 €. Vous n'avez pas le clavier, vous n'avez pas le stylet. Donc il faudra rajouter un peu d'argent si vous voulez avoir la vraie expérience utilisateur d'une Surface. On continue avec le Microsoft Surface Duo 2. Alors ça, moi je suis pas convaincu du tout, je vous avoue. C'est le smartphone made in Microsoft. Alors on n'est plus au Windows Phone. On a abandonné un peu ça. On s'essaie avec la Microsoft Surface Duo 2, parce que c'est le deuxième exemplaire. Le premier, la deuxième version. Première version avait fait un flop, hein, on va pas se mentir, c'était sorti en retard, ça ressemblait à un proto à peine fini. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y a un petit côté fold, sauf que on n'est pas sur un écran pliant, on est sur deux écrans avec une charnière centrale. Donc on a vraiment un espace ici. Espace qui est utilisé. Au moins ils ont trouvé un intérêt à avoir deux écrans différents. On s'en sert pour afficher, attention, des notifications sur la tranche, vu qu'on a un écran incurvé. Alors il s'incurve vers le centre, donc vers la charnière centrale, et ça permet d'afficher des notifications sur la tranche. Voilà, moi honnêtement ça me fait pas rêver, vraiment pas. Surtout si on compare à un Fold par exemple. Moi j'avoue que le Fold me fait bien plus envie que cette Microsoft Surface Duo 2. Et en plus c'est quand même plutôt cher, voire très très cher. On est à 1600 € tout de même. Bon là il n'y aura pas de clavier et de stylet à rajouter, mais 1600 € disponible à partir du 21 octobre. C'est très cher pour un appareil qui doit encore convaincre son public. Vraiment très cher. Donc je sais pas. Moi je miserais pas trop sur je miserais pas trop sur ce produit, mais c'est jamais, il peut y avoir des gens que ça intéresse. Et on finit avec le monstre le plus cher, le Surface Laptop Studio, qui remplace le Surface Book, donc vraiment le très haut de gamme des Surfaces, avec des changements pour le coup intéressants. On arrête cette histoire format tablette avec un clavier détachable, format qui est intéressant mais qui pose des problèmes techniques parce que ça veut dire qu'on peut mettre aucun composant essentiel dans le clavier, dans la partie du clavier, alors que là, on a un vrai PC complet où on peut mettre plein de choses dans cette partie en bas. Et on a une petite astuce pour pouvoir mettre son écran dans différentes positions, l'avoir en format tablette, l'avoir en format comme ça ici. Donc c'est intéressant, mais c'est de l'ultra haut de gamme. Donc ça va être très cher, très très cher. Et encore une fois, on n'a pas d'Intel 12e génération. Alors par contre, là-dedans, on a une carte graphique dédiée format mobile, bien sûr, et pas vraiment très puissante, hein, parce qu'on a une 3050 Ti. On aurait aimé pouvoir monter un peu plus en termes de performance de carte graphique, surtout qu'on est sur du prix. Alors c'est un prix en dollars, donc hors taxe. 1600 $, on n'a pas de date pour la France. Début d'année 2022, mais pas de date précise. Et 1600 $, donc vous rajoutez à ça la TVA au moins, et en général, vu qu'on est en France, on paye plus cher. Mais voilà, en vrai, moi je suis pas méga convaincu, je trouve ça vraiment très très dommage d'avoir oublié, de ne pas avoir pensé que cette 12e génération pourrait apporter un gros plus à ces nouvelles surfaces. Et je trouve que c'est en fait, si elles étaient sorties un peu avant, ça aurait pu passer, mais là on est tellement proche de la sortie de la 12e génération que ça fait un peu mal de se dire que ces produits ne pourront pas en bénéficier, notamment cette Surface Studio, parce qu'elle sort début d'année 2022, donc les Intel 12e génération seront sortis. Je suis encore plus à la bourre, je vais aller encore plus vite. Soyez prêts, on va parler rapidement d'un PC all-in-one, un PC HP, le HP Envy 34 all-in-one PC, avec une config monstrueuse, vraiment pour le coup monstrueuse. Alors déjà, l'écran 34 pouces, 21 neuvième, 5K, ça régale. En termes de processeur, i7 ou i9, 11e génération.
termes de RAM, de 32 à 128. Par contre, de la RAM pas ultra haute performance, 2400 MHz, c'est pas la folie. En termes de stockage, par contre, 2 Tera de SSD NVMe, on est bien. En termes de connectique, parfois ce qui manque un peu aussi sur les all-in-one, là on n'a rien oublié, on a 6 USB 3.2, 2 Thunderbolt, un USB-C, un HDMI, un lecteur de carte SD, bien sûr de l'Ethernet, de la Wi-Fi, Bluetooth, 2 haut-parleurs BO et une webcam intégrée. Côté carte graphique, il y en aura plusieurs et il y a notamment la mention qui a été retirée depuis d'une 3080 Super. On reparlera rapidement des 3000 Super, des RTX 3000 Super à la fin. Mais voilà, une config de ouf en vrai dans un PC all-in-one. Hein, tout est dans cet écran. Très grand écran, haute qualité. On est vraiment sur quelque chose d'assez inattendu et assez atypique. En termes de prix, ça va piquer. Hein, on est sur du all-in-one. Ça commence à 2000 $ pour une version où on a le Core i7, 32 Go de RAM, 512 Go de SSD et une 1650. Voilà, on est loin de la 3080 Super. Et bien sûr, on n'a pas de prix pour la version la plus haut de gamme qui est censée avoir une 3080 Super qui a été enlevée depuis. Donc j'avoue que je suis assez étonné qu'on fasse ce genre de PC all-in-one avec des configs vraiment dédiés à la performance dans un all-in-one qui est normalement plus fait voilà, pour un public qui n'a pas besoin, public plus bureautique ou prod légère. Donc assez étonnant. Et je sais, encore une fois, je ne sais pas s'il y a vraiment un public pour ça, mais sur le papier, ça claque. On reparle du i9 12e génération sur un autre outil de benchmark. On avait vu Ashes of the Singularity où voilà, il était au-dessus du Ryzen 9 5950X. Ce coup-ci, c'est Cinebench R23. Et encore une fois, il est au-dessus. Il est au-dessus. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il est au-dessus en multicœur. Là où on a 24 threads pour le i9 et 32 pour le Ryzen 9 5950X, donc potentiellement plus. Sauf que bah, le i9 est encore au-dessus. Il obtient 30 549 points en multicœur. Je ne sais plus exactement. 28 500 pour le Ryzen 9 5950X, donc vraiment au-dessus. C'est vraiment, ça fait saliver hein, cette 12e génération. Ensuite, carte graphique. Carte graphique d'abord 6600, les Radeon les plus accessibles qui devraient arriver le 13 octobre prochain. Alors on est sur une version un peu allégée de la 6600 XT. On nous parle d'une puce Navi 23 XL. Un peu bizarre de l'appeler XL, sachant que la 6600 XT a un Navi 23 tout court. Là, il est XL mais moins puissant. Étrange. On n'a pas énormément d'informations, à part qu'on sait que ce sera du 7 nanomètres. On sait à peu près ce qu'il y aura à l'intérieur, mais on ne sait pas ce que ça va donner en termes de performance réelle. 8 Go de mémoire. Et surtout, ce qu'on attend et qu'on n'a pas, c'est le prix. Savoir combien peut nous coûter cette carte, combien ils pensent la vendre et ensuite combien on peut vraiment l'acheter. C'est ça qui est intéressant en ce moment. Parce qu'on sait que, voilà, et on le verra à la fin, les cartes graphiques coûtent très très cher en ce moment. Et les cartes graphiques accessibles n'existent plus. Vraiment, on est sur un monde où si vous n'avez pas 1000 € à mettre dans votre carte graphique, vous n'avez pas de carte. Donc c'est un peu dur. On verra le 13 octobre prochain. Et on verra aussi si on a de disponible. Surtout. Autre truc à mentionner, il n'y aura pas de version made by AMD. Donc uniquement des versions custom, ce qui ne devrait pas arranger la note. Les RTX 3000 Super, on en a entendu parler plusieurs fois et ça revient, donc on commence à y croire assez fort avec du coup la déclinaison des RTX déjà sortis en version Super, donc des versions un peu plus performantes. On voit ici une 3060 Super qui serait au niveau de la 3060 Ti. C'est une 3060 Super qui serait au niveau de la 3070 et une 3070 Super qui serait un peu en dessous de la 3080. Enfin, en tout cas, voilà,
des versions un peu plus, comme ils l'ont déjà fait avant. Est-ce que est-ce que c'est vraiment une bonne idée? En plus, on nous annonce ça pour le CES de l'année prochaine, donc dans pas si longtemps que ça, sachant qu'en plus on nous annonce les RTX 4000 fin d'année prochaine. Je sais pas trop quoi en penser. Faut savoir aussi que ce sera pas le même fondeur, vu qu'à l'heure actuelle, c'est Samsung qui fait les puces Nvidia. Pour les RTX 4000, on nous annonce TSMC avec du coup un process en 5 nanomètres. Donc peut-être c'est ça qui explique le fait qu'ils rapprochent un peu, vu que c'est deux fondeurs différents, ils peuvent s'arranger. Mais moi je me pose des questions surtout sur la disponibilité. C'est bien beau de dire on sort des nouvelles cartes. Euh, En réalité, bon voilà, elles seront plus puissantes que les RTX 3000 classiques. Oui, probablement. Mais est-ce qu'il y en aura à acheter? Est-ce qu'il y en aura suffisamment de produits d'ici la sortie des RTX 4000? Ou alors juste ils s'attendent à ce que la production des RTX 4000 soit désastreuse aussi et du coup ça temporise? On sait pas trop, mais je sais pas. J'ai du mal à voir les bons côtés sur cette histoire. euh, Surtout au vu de la disponibilité actuelle. Regardez-moi ça aujourd'hui. Alors, effectivement, on a deux cartes qui sont pas chères. Pas chères, tout est relatif. On est quand même sur 200 et 240 euros. Sachez que c'est des 1050 Ti qui sont dépassés, hein. En plus, on est sur des formats mini, donc pas les plus performantes. Sachez aussi que, voilà, moi je suis possesseur d'une 1660 Super que j'ai payé moins cher que ça à l'époque. Donc ça fait très très mal. Et après, direct, passer ces 1050 Ti à 200 ou 240, on passe direct à 740 avec une 3060 Ti et ensuite quasiment 1000 avec les 6700 XT. Donc encore et toujours des prix très élevés, uniquement le très haut de gamme de disponible et on monte jusqu'à des prix indécents. Pas de 3090, alors on n'est pas sur du 2500, mais on arrive quand même à 2050 sur ces modèles de 6900 XT plus premium parce qu'on est sur du refroidissement hybride, tout ça, machin. Ça reste très très cher, 2050 euros. Et surtout, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est ça en fait. C'est que voilà, on n'a pas de cartes à des prix accessibles et encore moins de cartes dernière génération, quoi. Clairement, on aimerait voir des 3060 à des prix corrects, des 6600 XT à des prix corrects. Il y en a absolument jamais. Et ça fait très très mal. En tout cas, voilà pour notre dernier point actu hardware de la semaine. Ça a été en speed euh, parce que j'avais pas le temps et d'ailleurs j'ai quand même trop traîné. My bad. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. On aura pris le temps de parler un peu. J'espère que vous avez apprécié ces petites actus. J'espère que ça vous aura donné envie de revenir et on se retrouvera mardi prochain. Mardi prochain avec, on espère être un peu plus à l'heure mardi prochain. Euh, non, j'avoue, j'étais beaucoup en retard là, mais j'ai des excuses. Euh, pour la suite, où on aura probablement plein de trucs sympas à parler d'ici là. J'espère j'espère que ça va s'améliorer pour les cartes graphiques, mais bon, ça fait tellement de temps que je dis ça et que j'avoue que j'en suis pas méga convaincu, donc je pense qu'il va falloir prendre notre mal en patience et voilà, nous mettre un peu des étoiles dans les yeux avec ces nouveaux processeurs qui ont l'air plutôt sympas et pas trop penser aux cartes graphiques qui sont dans un sacré pétrin en ce moment. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.